Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bon Marie, tu nous parles de quoi aujourd'hui? Je vais faire deviner. Il a un gros melon et rien dans le citron, et il aime les mangues. Ça dit quelque chose? Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le jeudi 20 novembre et l'orage gronde à Menton dans les Alpes-Maritimes. Le pays du citron est en bonne voie pour devenir celui du melon puisque la tempête a un nom. Louis Sarkozy. Le fils d'eux vient d'être officiellement investi comme candidat des Républicains, ce qui n'est pas du tout du goût de sa rivale et régionale de l'étape, Sandra Peire. Elle en a taillé en pièces sa carte d'adhérente LR, refusant ce qu'elle considère comme une mascarade. Bon, alors il faut dire que Sandra Peire a donné de sa personne pour sa famille politique, surtout localement. Dans sa vidéo, elle égrène ses fonctions comme on épépine un agrume. Ancienne première adjointe, suppléante sur la liste sénatoriale, candidate au municipal partiel de 2022, conseillère régionale et membre du comité de circonscription. Elle ajoute à dessein qu'elle est également à jour de ses cotisations au parti, comme un pied de nez à son concurrent qui a lui-même avoué dans une interview en janvier dernier qu'il n'était pas encarté chez les Républicains, ni dans aucun parti d'ailleurs. Pour autant, les portes du parti de papa lui sont grandes ouvertes. Il a fait son entrée officielle en politique en décembre dernier lors d'une soirée des jeunes républicains. Alors, hasard du calendrier ou sans ciné du timing, c'est vous qui verrez, c'était pile au moment où Nicolas faisait la une avec son nouveau bracelet pour cheville. Un petit tour de piste médiatique du fiston, histoire de diluer un peu le parfum de scandale qui flotte autour du nom Sarkozy. Exilé aux États-Unis depuis plusieurs années, Louis débarque donc à la petite sauterie LR et s'offre une apparition remarquée, collé serré avec quelques gros bonnets du parti, dont Bruno Retailleau, à qui il voue une admiration sans borne. Le tout en prenant soin de ne surtout rien dire de trop concret sur la suite de sa carrière balbutiante, parce qu'il le sait, il est allé à bonne école. Entretenir le flou, c'est le meilleur moyen de garder l'attention des médias. Alors, seule info notable, son retour en France était imminent. Le rejeton Sarkozy posera donc ses valises quelques mois plus tard à Menton, une ville historiquement à droite, avec en ligne de mire les prochaines échéances électorales. À 28 ans, après avoir décroché une bardée de diplômes et erré un moment, il faut le dire, il a enfin trouvé sa voie. Ce sera celle de la politique, comme papa. On va quand même pas cracher sur l'héritage. Dans les premiers temps, le rejeton parachuté à l'ombre des citronniers a découvert son nouveau décor et peaufiné son image, oscillant entre la rubrique People et les interventions politiques d'une profondeur d'assiette creuse à peu près. Le problème avec le tatouage, c'est une fois qu'on en fait un, on en veut deux, une fois qu'on en fait deux, on en veut 15, enfin c'est vraiment, la pente est glissante. Ce tatouage, c'est le baron de samedi. J'avais 16 ans, ma mère a fondu en larmes, et mon père l'a vu et m'a dit crétin. Ce n'est qu'en septembre dernier qu'il a officiellement annoncé sa candidature au municipal de mars prochain. Non sans certains ratés, Louis Sarkozy s'est offert un local de campagne avec vue directe sur la mairie et s'est empressé d'y placarder une photo de lui en grand format dans la vitrine. Un petit égo trip qui n'a pas manqué de taper dans l'œil de ses adversaires, visiblement plus au fait du code électoral que lui. Il interdit tout affichage en dehors des panneaux prévus à cet effet les 6 mois précédant le premier jour du mois d'une élection. En plein dedans, le novice a donc été sommé de respecter la loi et de remballer sa tronche, manu militari, comme quoi papa ne lui a pas encore tout appris. Pourtant, le petit prodige a des chances de remporter le fauteuil de maire à Menton. Il peut évidemment compter sur son nom et sur une exposition médiatique contre laquelle ni Sandra Peire ni aucun autre candidat en lice ne peut rivaliser. Faut bien que ça serve, après tout, d'avoir Martin Bouygues comme parrain. Difficile dans ces conditions pour le comité d'investiture LR de lui claquer la porte au nez sans s'attirer les foudres du patron non officiel et désormais sorti de prison. Quoi qu'en pense sa rivale agacée, la loyauté n'est pas une vertu reconnue en politique. Elle est seulement le filet de sécurité de ceux qui n'ont que ça à faire valoir et elle ne fait jamais le poids face à un nom tel que Sarkozy. La méritocratie républicaine n'existe pas, on ne cessera jamais assez de le répéter. Alors tout indique que les municipales ne sont évidemment qu'un tremplin pour le jeune loup
La politique locale n'est qu'un prétexte à son ascension. Sur les plateaux, c'est le national, voire l'international, qui occupe la plupart de ses interventions. Au fil de ses apparitions, Louis Sarkozy se taille un costume d'homme politique sur mesure. Et s'il s'acoquine avec les Républicains, sa famille de cœur, il aurait toute sa place un peu plus à droite à faire de l'ombre à son contemporain, Jordan Bardella. Il a d'ailleurs été chroniqueur pour Valeurs Actuelles, ça en dit long. Obsessionnel de Napoléon, il est également un soutien affirmé de Donald Trump, Elon Musk ou encore Javier Milei. Autrement dit, il a tout du conservateur libertarien en devenir. En tout cas, l'inspiration de ses mentors est évidente, il n'y a qu'à l'écouter sur les plateaux télé. Je pense que je parle pour beaucoup de Français quand je dis qu'ils crèvent. Israël fait le travail de l'humanité ici. Absolument aucun remords à ce niveau-là, qu'ils crèvent tous. Et on peut aussi le lire éventuellement dans Le Monde en février dernier. À titre d'exemple, il déclarait « Si j'étais aux manettes et que l'Algérie arrêtait Boualem Sansal, je brûlerais l'ambassade, je stopperais tous les visas, j'augmenterais de 150% les tarifs douaniers. » Voilà qui est dit. Si Louis Sarkozy est un piètre politique, il est en revanche un fin communicant. Il a tout compris à la machine médiatique et en joue comme personne. Il n'est d'ailleurs pas le premier fils d'eux à marcher dans les traces de leurs illustres parents. Les Nepo Baby, comme on les appelle, sont bien connus, notamment dans les domaines artistiques, comme le cinéma par exemple. Mais la politique n'est pas en reste. La plus célèbre d'entre tous est sûrement évidemment Marine Le Pen, mais on peut aussi citer Martine Aubry ou encore Roselyne Bachelot, par exemple. Mais au sein de la famille Sarkozy, le népotisme semble être une marque de fabrique. Louis n'est pas le premier à en bénéficier. Son propre frère aîné, Jean, s'y est essayé en son temps avant de se casser le nez. À l'époque, papa est encore président. Le fils a 23 ans. Il est le plus jeune conseiller général des Hauts-de-Seine et se voit pressenti pour présider l'EHPAD. Alors, rien à voir avec les maisons de retraite. C'est l'acronyme d'établissement public pour l'aménagement de la région de la Défense. Mais la ficelle est un peu grosse et la promotion passe mal. Le jeune élu n'a ni diplôme pertinent ni expérience notable en la matière. Alors l'opposition crie au népotisme. Les pétitions et les réseaux sociaux s'enflamment et les commentateurs y voient un parfum de monarchie latente. Le tollé est tel que le petit prodige doit renoncer à la présidence. Après une réélection manquée en 2015, il quitte carrément la politique. Mais papa n'est jamais loin. Aujourd'hui, Jean Sarkozy est juriste dans le cabinet d'avocats où Nicolas est l'un des 4 associés. Alors on ignore exactement ce qu'il y fait, mais ce qu'on sait, c'est que la cantine y est excellente. Les fils Sarkozy incarnent parfaitement la loi bourdieusienne. Dynastie et réseau pèsent bien plus lourd que les idées ou le talent. Fort de son sang bleu républicain et des appuis de papa, Louis Sarkozy continuera évidemment de faire parler de lui et de s'imposer en politique, qu'on le veuille ou non. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que la petite famille fasse rapidement ce qu'elle sait faire de mieux, abuser de ses privilèges et se faire griller. Et quant à Louis, il pourra toujours se reconvertir en primeur à Menton. Alors vous allez sans doute tomber de haut, mais le Premier ministre macroniste, censé défendre l'intérêt général, fréquente assidûment les milliardaires. Oui, je sais, la surprise est grande. C'est ce qu'on apprend dans une enquête de Libération intitulée « Sébastien Lecornu, l'ami discret des grands patrons, vacances tout frais payés, dîner et réseautage ». On y apprend que Sébastien Lecornu, alors encore ministre des Armées, aurait passé l'été 2024 dans des résidences de luxe, notamment au Cap-Ferré, le tout offert par Xavier Niel, le fondateur de Free et actionnaire principal du Monde. Il a également séjourné dans une villa somptueuse à Saint-Tropez, appartenant à un grand patron de l'énergie, peu connu du grand public mais puissant, c'est Jean-Christophe Kerdeluet. Dans leur enquête, nos confrères de Libération font presque sentir le luxe de la demeure. 8 chambres, 8 salles de bain, une piscine de 20 mètres et un accès direct à la mer. La villa se loue pour la modique somme de 200 000 € la semaine en pleine saison. De quoi passer de confortables vacances, tout frais payé en plus. Et une autre petite info qui nous est révélée par Libé, le ministre y aurait séjourné avec Thierry Solaire, un proche de la présidence et des grandes fortunes, bien qu'il n'occupe aucun mandat national. Alors Libération s'interroge, ces vacances présentées comme de simples invitations entre amis
pose une question majeure. Peut-on rester réellement indépendant lorsque l'on côtoie si régulièrement les grandes fortunes de ce pays, alors même que les gouvernements successifs sous Macron multiplient les cadeaux fiscaux et législatifs aux ultra-riches? Nous, aux médias, on a bien notre petite idée. Libération met aussi en lumière la façon dont le Cornu a patiemment construit un réseau d'influence mêlant sphère politique et économique. Plus que de simples amitiés, il s'agit de liens stratégiques avec des dîners privés, des voyages partagés et des invitations dans des lieux prestigieux qui rapprochent le ministre des décideurs les plus puissants. Le quotidien de centre-gauche se penche ainsi longuement sur le cercle de Giverny, fondé par Romain Mouton, un rendez-vous annuel qui réunit ministres, chefs d'entreprise et scientifiques et se conclut généralement par des cocktails dans les jardins de la maison de Monet. Le Cornu y ouvre et clôture la saison, consolidant ainsi son réseau dans les sphères économiques et politiques et renforçant sa proximité avec les décideurs influents, ceux-là même qui bénéficient de la politique ultralibérale du gouvernement. On poursuit avec l'international et les négociations de la COP 30 vont-elles enfin aboutir à un accord? Alors que le sommet mondial touche à sa fin ce vendredi 21 novembre, Lula et Antonio Guterres se sont déplacés à Belém, au Brésil, pour tenter d'influencer les dernières discussions et d'arracher des engagements solides, notamment sur la protection de l'Amazonie. Mais un rapport publié ce 20 novembre vient largement nuancer les quelques espoirs dans ce domaine. Des ONG révèlent que 4 banques françaises, notamment la BNP Paribas, le Crédit Agricole, la Société Générale et BPCE, ont financé 2 acteurs majeurs de la déforestation en Amazonie. Depuis janvier 2024, elles ont injecté 10 milliards de dollars dans les entreprises Cargill et Bunge, directement impliquées dans la déforestation à cause de leur production intensive de soja. Les données satellitaires exploitées par les ONG révèlent plus de 1000 cas récents de déforestation en Amazonie et dans le Cerrado, soit plus de 100 000 hectares détruits dans les zones particulièrement sensibles. Cette expansion a un impact évidemment désastreux sur le climat. En 2024, la déforestation mondiale a généré 12,8 gigatonnes de CO2, soit 2,1 fois plus que les émissions annuelles des États-Unis. C'est gigantesque. Derrière ces chiffres, ce sont surtout les communautés autochtones qui évidemment paient le prix fort. Les ONG documentent de nombreux cas de destruction de cultures, de rivières contaminées par des pesticides dispersés par avion et de pression constante exercée par les trafiquants de bois. Le 16 novembre dernier, Vicente Fernandez Villalva, porte-parole des Guarani Kaiowá, un groupe indigène du Brésil, a été abattu d'une balle dans le front par des hommes armés qui ont attaqué sa communauté. Rien qu'en 2024, 211 autochtones ont été tués au Brésil dans des conflits liés à des terres et à l'exploitation forestière. Malgré ces faits, 3 de ces banques concernées continuent de revendiquer des politiques zéro déforestation, jugées truffées de failles par les ONG. Pire encore, BNP Paribas et Crédit Agricole participent, comme de nombreuses entreprises d'ailleurs, officiellement aux discussions de la COP 30 en tant qu'acteurs censés défendre la transition écologique. Bref, comme souvent, d'un côté, elles se présentent en championnes du climat, de l'autre, elles financent celles et ceux qui grignotent la forêt et mettent en danger les communautés qui la défendent. Voilà ce qu'en dit Claire-Vie Le Guénic, chargée de campagne forêt tropicale à Canopée. Durant cette COP30, la Tropical Forest Forever Facility, un fonds innovant pour rémunérer la préservation des forêts tropicales, a été lancé en grande pompe. Mais ceci n'est qu'un côté de la médaille, et son impact semble illusoire tant que rien n'est prévu pour mettre fin aux financements qui vont directement aux activités qui causent leur destruction. Et il y a urgence, tant que ces flux financiers ne cesseront pas, nous continuerons d'être complices de cette déforestation. Une évidence s'impose, la lutte contre la déforestation, comme le combat écologique dans son ensemble, ne pourra jamais aboutir tant qu'elle restera prisonnière des logiques du capitalisme financier qui prospère sur la destruction du vivant.
À peine le plan de paix voté au Conseil de sécurité de l'ONU que l'armée israélienne sabote encore une fois le cessez-le-feu à Gaza. En effet, d'intenses frappes se sont abattues dans l'enclave dans la nuit de mercredi à jeudi, tuant au moins 33 personnes selon le bilan publié pour l'heure par le ministre de la Santé de la bande de Gaza. Ce mercredi 19 novembre est décrit comme le plus meurtrier depuis l'entrée en vigueur de la trêve le 10 octobre dernier. Le bilan des victimes depuis cette date fait état de au moins 312 morts et 760 blessés. Après les déclarations extrêmement violentes du ministre israélien Itamar Ben-Gvir, juste avant le vote à l'ONU du plan Trump, qui appelait, pour rappel, à pourchasser les membres de l'autorité palestinienne et notamment Mahmoud Abbas, Benyamin Netanyahou et l'armée semblent plus que jamais suivre l'agenda dicté par l'extrême droite israélienne. Sur le plan diplomatique, les réactions n'ont pas tardé. Le Qatar, par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, a déclaré, je cite, « condamner fermement les attaques brutales menées par l'occupation israélienne dans la bande de Gaza et les considère comme une escalade dangereuse qui menace de compromettre l'accord de cessez-le-feu. » Pour la diplomatie américaine, le cessez-le-feu tient, mais pour combien de temps ? Car l'ambassadeur des États-Unis en Israël a ajouté que, je cite encore, « le Hamas n'a pas complètement renoncé et je pense qu'Israël est dans son droit. Ils doivent riposter lorsqu'ils sont attaqués par le Hamas. » De quoi nous laisser un peu moins optimistes que la diplomatie américaine quant à l'avenir de cette trêve. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et souvenez-vous, il y a un peu plus d'1 an, le média a été auditionné par l'Arcom pour investir la TNT. Mais plutôt qu'une chaîne libre et indépendante comme la nôtre, l'Arcom a préféré le projet du milliardaire Daniel Kretinsky. Mais aujourd'hui, de nouveaux canaux se libèrent sur la TNT nationale et la TNT francilienne. Alors le média compte bien y candidater si l'Arcom en décide ainsi. Et comme toujours, nous porterons un projet commun avec nos camarades médias indépendants qui le désirent. Alors si ce projet vous intéresse et que vous voulez nous soutenir, signez et faites signer notre pétition sur tntdesindés.fr. Et n'oubliez pas que l'indépendance a un coût, alors si vous avez envie de nous donner un précieux coup de pouce, n'hésitez pas à vous abonner aux médias ou à faire un don sur notre site internet. Vous pouvez aussi parler de nous autour de vous et nous suivre sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, en attendant la TNT, retrouvez-nous sur nos 2 chaînes YouTube, Le Média et Le Média 24/7 pour ne rien rater de nos programmes. Très bonne soirée sur Le Média.